Nous allons redémarrer. Je vous invite à prendre place dans l'auditorium pour que nous puissions démarrer à l'heure la séquence qui arrive. Avant de démarrer, voilà, on a trouvé un ticket vestiaire. Donc, si quelqu'un a perdu son ticket, voilà, vous pouvez venir me voir. Et donc, on va démarrer cette séquence. Alors, on va juste attendre que tout le monde prenne place dans l'auditorium. Très bien. Et donc, nous allons démarrer une nouvelle séquence. Et donc, je vais inviter Dominique Chuffard à me rejoindre sur scène. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Il me revient deux choses à faire avant que les participants de cette nouvelle plénière entrent en scène. C'est d'abord vous faire un petit compte-rendu des impressions que j'ai eues de la première table ronde. Et déjà, je vais remercier les trois participants de cette table ronde. C'était déjà très inspirant. Moi, j'ai retenu quelque chose. Je perds mon papier parce que j'ai pris des notes forcément et j'ai retenu quand même des choses qui vous concernent. Je ne sais pas si vous avez compris que vous aviez des super pouvoirs. Voilà, parce que on vous demande d'être facilitateur, médiateur, diplomate, ou capable de transversalité, de donner de l'intensité au débat démocratique, capable d'inspirer de la confiance, savoir écouter et surtout ne pas être trop sérieux et sexy. Voilà. Donc, si vous avez bien retenu tout ça, je pense qu'on a tous du travail pour y arriver. C'est déjà pas mal. La crise démocratique, c'est avant tout une crise de confiance. J'espère que vous l'avez tous compris. Mais en tout cas, la vision que j'en ai, c'est que c'est pas forcément lié à une crise d'engagement politique. On a vraiment une envie de continuer à s'engager, mais de manière différente. Un grand merci aussi au CODEF de Toulouse, parce que si vous avez participé aux ateliers, vous avez pu voir en haut et en bas, et c'est quand même très impressionnant les travaux qu'ils ont faits et comment ils les ont fait partager. C'est la nouvelle plénière que j'ai l'honneur d'introduire. C'est une plénière qui s'intitule Forum aux idées. Ça sera l'occasion de partager ce qui fonctionne déjà dans nos territoires, d'identifier les freins que nous rencontrons et d'imaginer ensemble des solutions et des priorités pour l'avenir. Les échanges d'aujourd'hui et de ce matin alimenteront sans aucun doute nos travaux collectifs et inspireront les actions à venir. 3 thématiques vont être explorées: la coopération, l'eau, la mer, le littoral et l'expérimentation, on en a déjà parlé ce matin, dans les CODEF. 3 sujets qui peuvent vous sembler très différents, mais qui ensemble interrogent une même question. Comment nos conseils de développement peuvent-ils renforcer la démocratie participative et lui donner, pour reprendre certains mots de Laurence Barthes, les traits d'une véritable démocratie de construction? La coopération tout d'abord. Un CODEV n'existe jamais seul. Sa valeur tient donc à sa coopération qu'il réussit à construire avec les élus, les services, les associations, les citoyens, les acteurs économiques, les habitants. Cette coopération ne se décrète pas, elle se bâtit. Elle exige confiance, transparence et parfois le courage de partager une part du pouvoir de décider. Comme l'a montré également Laurence Barthes, la démocratie participative cesse d'être symbolique lorsqu'elle devient co-construction, quand chacun peut se reconnaître comme co-auteur des décisions publiques. Deuxième thématique, l'eau, la mer, le littoral. Ces biens communs sont essentiels à nos vies et à nos territoires. Ils sont à la fois ressources vitales, espaces économiques, zones fragiles, en première ligne face au changement climatique. Leur gouvernance ne peut se concevoir sans y associer les habitants, les associations, les collectivités et les acteurs économiques. Ici encore, la démocratie participative prend tout son sens. Comme le souligne Xavier Desjardins, la démocratie doit être spatiale et inclusive. Elle ne peut pas se limiter aux centres visibles. Elle doit aussi inclure des territoires périphériques, fragiles, littoraux. Parce qu'ignorer ces territoires et ces espaces, c'est ignorer celles et ceux qui y vivent. Troisième thématique, l'expérimentation. Les conseils de développement sont des laboratoires vivants de la démocratie. J'espère que vous en avez tous conscience. Expérimenter, c'est oser.
tester des ateliers, mettre en place des jurys tirés au sort, recourir à des plateformes numériques, inventer de nouvelles formes de dialogue. Tout cela ne réussit pas du premier coup. Mais l'expérimentation démontre une chose essentielle, la démocratie est vivante, adaptable, capable de se réinventer. Et c'est précisément cette audace qui redonne confiance aux citoyens comme aux élus. Ces trois thématiques, donc, ne sont donc pas trois sujets isolés. Elles convergent vers une même ambition, faire de notre démocratie participative un moteur de transformation collective, où les biens communs, les territoires vulnérables et l'innovation citoyenne deviennent des leviers d'avenir. Pour animer cette nouvelle plénière, nous avons la chance de pouvoir compter sur Pauline. Je ne la vois pas parce qu'on a les projecteurs dans les yeux, mais elle ne doit pas être loin, voilà. Qui est notre chef de projet à la coordination, que tout le monde connaît, qui vous accompagne au quotidien dans vos démarches et dans vos expérimentations. Pauline, je te laisse le plaisir de présenter tes invités au fur et à mesure de leur montée sur scène, issus de conseils de développement, mais aussi de réseaux régionaux ou départementaux. Merci Pauline d'avoir accepté de guider ces échanges et de donner vie à ce moment collectif. Souvenons-nous également d'une chose, la démocratie participative, c'est un peu comme un bon plat. Il faut du temps, plusieurs ingrédients, parfois une pointe d'improvisation, mais surtout, il ne faut pas oublier de goûter en cours de route. C'est pour cela que nous aurons le plaisir et la chance de tous se retrouver autour d'un buffet. Après cette plénière, je vous souhaite donc une plénière utile, stimulante et savoureuse. Merci. Merci Dominique. Effectivement, nous allons donc poursuivre avec notre séquence, le Forum aux idées. Vous allez le voir, c'est une séquence qui va être très rythmée, parce qu'on va avoir au total 14 interventions. Donc voilà, on va vraiment avoir une séquence très très rythmée. Vous allez voir, ces 14 interventions en fait, ont été retenues par le comité d'organisation des rencontres suite à un appel à volontaires qu'on avait lancé. Et donc, juste quelques rappels pour les règles du jeu pour nos intervenants. Chacun dispose de 3 minutes, pas une de plus. On sera intransigeant sur le temps donc, pour présenter sa démarche. Et à l'issue de certaines présentations, vous verrez, on fera un petit sondage à main levée. Je vous poserai une question et vous pourrez répondre à main levée pour qu'on rende la séquence un petit peu plus participative. Alors, je vous propose de commencer avec la thématique coopération et nous allons ouvrir cette première thématique avec un exemple de coopération entre Conseils de développement de Loire-Atlantique et c'est François-Xavier Lamotte, président du réseau 44 des Conseils de développement, qui va nous parler de cette coopération. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est pas décompté encore, là. On a le temps. Alors, je redis bonjour. J'avais envie d'intituler ce récit « Mission impossible », vous allez comprendre pourquoi. Février 2023, le pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire, qui comprend la métropole de Nantes, l'agglo de Saint-Nazaire, et entre les deux, les communautés de communes d'Erdre-et-Gèvres, d'Estuaire et Sillon, du Pays de Blain communauté, et un grand territoire de près de 950 000 habitants. Le pôle invite les 5 conseils de développement à participer à l'élaboration de la révision de son SCOT dans un planning serré. Fin des travaux, septembre 2023, soit 9 mois de délai. Le réseau 44, qui rassemble les 15 conseils de développement de la Loire-Atlantique, joue son rôle en soutenant l'importance de répondre à la saisine, malgré les contraintes de temps et d'organisation, et tout en souhaitant respecter les identités de chacun des territoires. Je vous le disais, mission impossible si nous utilisions les méthodes habituelles par la création de groupes de travail dans chacun des CD pour répondre. Les CD se réunissent rapidement avec la direction du pôle et proposent une nouvelle méthode, le récit utopique qui sera notre pas de côté. Le thème choisi avec le pôle, quel futur souhaitons-nous vivre? Quelle serait l'attractivité et l'habitabilité de notre territoire en 2050? Pour lancer la démarche, le groupe s'appuie sur le jeu Voyage en 2030 glorieuse. Il s'agit d'un jeu où les participants se projettent dans le futur. Pour nous, ça sera 2050. La règle du jeu, imaginez le monde de demain, celui des possibles,
d'une société plus durable, plus juste, plus heureuse, construite collectivement grâce au pouvoir de l'utopie. Le réseau 44 achète le jeu, les 5 conseils de développement se forment ensemble et c'est parti. Chacun repart sur son territoire pour s'organiser et produire son récit tout en restant connecté. Août, rassemblement général pour mettre en commun les récits. Chacun écoute, questionne, respecte les idées et il en sort 15 thèmes, comme par exemple relation avec la nature et le vivant, migrants d'ici et d'ailleurs, éducation et transmission des savoirs, des thèmes émergents que nous ne traitons pas habituellement et qui sont le fruit du partage utopique entre les CD. Encore quelques réunions pour finaliser, mettre en page, éditer un livret. En septembre, le pôle participe à notre restitution avec les élus de chacun des territoires en charge du SCOT. Ils nous questionnent et sont étonnés et conquis par la forme de non-production de propositions concrètes, mais par de grandes idées pour les guider jusqu'en 2050. En conclusion, ce projet collaboratif a été possible parce que les conseils de développement se connaissaient bien à travers le réseau, parce que les animatrices ont pris en main le suivi du projet, parce que l'enjeu et la méthode étaient attractives, et enfin parce que les CD sont habitués à partager leurs travaux sans compétition et sans jugement. Merci. Merci François-Xavier. On va poursuivre avec un autre type de partenariat, vous allez le voir. On va parler coopération entre conseil de développement et université. Et pour cela, j'appelle Virginie Engrand-Linder, membre du conseil de développement de Grand Paris Seine-et-Oise, pour nous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ici normalement pour vous partager une idée. Et puis finalement, avec le CODEV, on a décidé de vous raconter une histoire. L'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre un conseil de développement, le CODEV de la plus grande communauté urbaine de France, et d'une université voisine, CY Cergy Paris Université. La communauté urbaine GPSO, c'est en effet 73 communes qui s'étendent sur près de 500 km² et qui comptent plus de 450 000 habitants. Alors depuis 2018, notre CODEV y apporte sa contribution sur des sujets essentiels comme l'identité du territoire, la transition dans les quartiers prioritaires, la gestion de l'eau. Mais une question revient en permanence, comment produire des avis toujours plus éclairés et toujours plus innovants? Et une intuition nous est venue assez rapidement, celle de la coopération. CY Cergy Paris est juste à nos portes. Elle accueille 26 000 étudiants, dont près de 2 000 résident sur le territoire de la communauté urbaine. Ces jeunes sont formés en sciences humaines et sociales, en droit, en éco-gestion, en sciences et techniques. Bref, c'est un vivier incroyable d'énergie et de compétences au service des transitions. De là est née une idée, l'idée d'une collaboration entre le CODEV et l'université. Et puis nous sommes passés à l'action, voire à l'hybridation. D'abord, des étudiants sont venus en stage, des étudiants en sciences humaines et sociales, pour concevoir, administrer, collecter, analyser une grande enquête sur l'identité du territoire, s'imprégnant au passage de la culture de la participation citoyenne. Ensuite, nous avons élargi le champ avec des ateliers de projet, en design, en géographie, en aménagement. Résultat, des solutions nouvelles, parfois inattendues, mais toujours créatives et inspirantes. Et allant encore plus loin, fort de ces expériences plus qu'enrichissantes, nous avons franchi une étape décisive, avec la signature en juin dernier d'une convention de partenariat ambitieuse entre le CODEV, l'université et la communauté urbaine. Désormais, cette convention ouvre de nombreuses perspectives. Projets pédagogiques, recherche-action, doctorat, appui à l'insertion professionnelle des jeunes, mobilisation de l'expertise des agents de la communauté urbaine. En clair, nous avons mis en place une dynamique territoriale gagnant, gagnant, gagnant. Des habitants qui bénéficient de la rigueur et de l'énergie des étudiants. Des étudiants qui trouvent un terrain concret pour expérimenter et apprendre. Et une collectivité qui avance grâce à l'intelligence collective. C'est cela que nous voulions partager aujourd'hui. La preuve qu'en croisant l'engagement citoyen, la jeunesse et l'université, on peut inventer de nouvelles manières de faire territoire ensemble. Merci.
Merci Virginie. Alors, un petit sondage. Parmi vous, quels sont les codevs qui ont noué un partenariat avec une université? Levez la main si c'est le cas. Ah, c'est assez timide. Bon, j'espère que l'exemple du codev de Grand Paris Seine-et-Oise pourra vous inspirer. On poursuit. On parlait tout à l'heure de coopération entre conseils de développement. Et ben, on va en avoir un autre d'exemple. Un travail commun entre CODEF pour peser sur un grand projet. C'est le projet de CERM Lorraine-Luxembourg. Donc CERM, Service Express Régional Métropolitain. Et c'est Jean-Claude Moretti, président du conseil de développement de l'Eurométropole de Metz, qui va nous présenter ce travail. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de ce projet de CERM, Service Express Régional Métropolitain, en commençant par ce qui vous apparaîtra peut-être des banalités, mais qui nous a apparu comme des évidences qui se construisaient progressivement au fur et à mesure des années. C'est que la démocratie participative trouve une force supplémentaire dans le travail collectif. On en a parlé ce matin sur l'eau, on va en parler sur les mobilités, on en parle en général sur les transitions. Que les besoins des habitants s'expriment sur des espaces de vie, des territoires variables, pas nécessairement en adéquation avec le territoire administratif sur lequel nous sommes fondés et nous sommes créés. Alors le CERM en est bien l'illustration. Ici, chez nous, il s'agit du CERM Lorraine-Luxembourg, donc ce qui fait la grande jonction entre toutes les villes, ce qu'on appelle le sillon lorrain, entre Épinal et ses périphéries, et puis la ville de Luxembourg avec le travail frontalier. Mais on peut rapprocher aussi notre réflexion d'aujourd'hui à celle qui se passe aussi, si j'en ai bien pu en parler avec un vice-président du CODEF de Toulouse, de la métropole de Toulouse, avec ce qui se passe sur le CERM de Toulouse. Le dossier de CERM, quand on l'a pris en main, nous, de notre côté, on s'est aperçu que l'association des citoyens était imparfaite, car au service d'une politique de l'offre, d'une réflexion visant à renforcer ou conforter les réseaux de la SNCF, plutôt qu'à répondre aux besoins d'une mobilité douce et intermodale. Que l'évolution d'un réseau, ferroviaire en l'occurrence, oubliait les questions d'aménagement du territoire, laissant dans l'ombre l'articulation nécessaire entre une gouvernance globale et l'exercice de la compétence de nos intercommunalités, autorités organisatrices de mobilité. Et que cette évolution se faisait en regardant principalement les points nodaux qui étaient les territoires métropolitains et de la métropole luxembourgeoise, et non pas aussi l'ensemble des territoires concernés par le CERM, contrairement à ce que dit la loi, puisque dans la loi, il est dit que les conseils de développement, dont le ressort territorial est touché par un projet de CERM, doivent être associés à la concertation préalable et aux travaux de réflexion sur l'élaboration du CERM. Alors, quelle a été notre stratégie? Nous n'avions pas de façon active un réseau régional des conseils de développement. Donc nous avons essayé d'initier tous les CODEF territorialement concernés dans un travail d'information, de concertation et de construction d'une parole commune, à l'image de ce que la métropole de Toulouse aussi, les CODEF de la métropole de Toulouse a pu faire aussi. C'était une façon aussi de créer un nouveau réseau des conseils de développement lié pratiquement à l'ensemble du territoire lorrain. Nous avons à partir de là pu interpeller la Société des grands projets, qui était assistante maître d'ouvrage à ce projet, et aussi à interpeller nos intercommunalités. Quels sont nos résultats? C'est une démarche qui est toujours en cours. Eh bien, tout d'abord, nous avons pu mobiliser nos CODEF. Ah, la cloche a sonné, Jean-Claude. Je m'arrête. Tu conclus. Je conclus simplement. Nous avons une expression commune de nos attentes. Nous avons réussi à obtenir une réelle concertation, une intégration des CODEF aux travaux préparatoires de ce CERM lorrain. Et nos collègues de Toulouse en font de même. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci. Alors, on va quitter cette fois-ci le Grand Est puisqu'on va se diriger vers la Nouvelle-Aquitaine avec Marlène Bourdin qui est coprésidente du conseil de développement de Grand Poitiers et qui va nous raconter comment son conseil de développement a été intégré aux travaux du CESE sur l'évaluation des politiques publiques environnementales et ce, dès le démarrage de la réflexion. Bonjour. Je tiens à remercier Alexandra qui m'a donc sollicité de rejoindre en fait la commission environnement du CESE au Palais d'Iéna à Paris. Après
Avec le CODEV de Grand Poitiers, nous avons été formés dès 2022 à l'évaluation des politiques publiques environnementales dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial. Nous avons travaillé sur des sujets concrets, la gestion des forêts, la réduction des pollutions dans les eaux usées, les économies d'énergie, le recyclage des déchets verts et encore les jardins collectifs, etc., etc. Donc, dès ma première réunion au niveau du CESE en janvier dernier, j'ai été très bien accueillie. J'ai pu participer à des travaux exigeants, auditions de la Cour des comptes, de la Société française d'évaluation et du secrétariat général à la planification écologique, rattaché au cabinet du Premier ministre, et d'autres organismes également que nous avons auditionnés lors de 2 réunions complètes. Le 19 mars, j'ai eu l'honneur d'être rapporteur d'un atelier sur la place des parties prenantes dans les évaluations, la conception, la réalisation et le suivi des suites de l'évaluation. J'ai vécu une expérience extrêmement enrichissante en participant à 2 réunions mensuelles entre janvier et juin et toujours en présentiel. Lors de la réunion plénière du 11 juin au CESE, j'ai présenté le rapport d'évaluation des dispositifs d'aide au broyage des déchets verts de Grand Poitiers. Ce dispositif, malheureusement, fut un échec. Manque d'informations, manque de moyens humains et financiers, lourdeur administrative. Nous avons pourtant formulé des propositions pertinentes validées par le bureau communautaire. Toutefois, un changement de vice-président a fait que le dossier n'a pas été traité dans son intégralité par son successeur. Ce travail m'a appris une leçon essentielle. Au-delà de la qualité des évaluations que nous pouvons émettre au sein des conseils de développement, la réussite dépend d'un véritable portage politique à moyen et long terme. Sans cela, les rapports restent lettres mortes. Les réflexions que nous avons menées ont nourri l'avis du CESE, adopté à l'unanimité, un fait assez rare pour être souligné. Cette démarche, menée en commun avec le CESE, les Césaires et les conseils de développement, constitue une première. Elle démontre la force et la parole citoyenne pour éclairer les décisions au sein des politiques publiques, un pilier démocratique qu'il nous faut consolider. Merci beaucoup Marlène. Alors cette intervention me permet juste d'ouvrir une parenthèse. Sachez que le CESE lance une nouvelle démarche participative et prospective qui nous invite à réfléchir dans quelle France nous voulons vivre en 2050. Et dans ce cadre-là, les conseils de développement sont invités à organiser des ateliers dans leur territoire pour recueillir la parole des citoyens et citoyennes. Je referme la parenthèse, mais voilà, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et on termine cette thématique coopération avec une dernière démarche. On va rester du côté de la Nouvelle-Aquitaine et on va parler cette fois-ci coopération Césaire, Conseil de développement. Et pour cela, j'invite Éric Gagliardi, chargé de mission du Conseil de développement de Mont-de-Marsan Agglomération et qui représente aussi aujourd'hui le comité d'animation de la coordination régionale des conseils de développement de Nouvelle-Aquitaine, à nous parler de cette coopération. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 2022, la coordination régionale des conseils de développement, la CRCD de Nouvelle-Aquitaine, qui n'a par ailleurs aucune structure administrative, et le Césaire de Nouvelle-Aquitaine ont engagé un dialogue plus régulier visant à se nourrir mutuellement en partageant les réflexions sur leurs missions respectives, leurs modalités de fonctionnement et leurs travaux. Ce partenariat a récemment été renforcé par la signature d'une charte de coopération destinée à renforcer les échanges entre le Césaire et les CODEV de Nouvelle-Aquitaine et à promouvoir la participation citoyenne aux différentes échelles d'action et une meilleure interconnaissance de nos fonctionnements respectifs, des dynamiques et enjeux territoriaux et de nos propositions. Cette signature s'est concrétisée le 10 avril dernier à l'hôtel de Bordeaux Métropole en présence des représentants et représentantes des 15 conseils de développement de Nouvelle-Aquitaine, du président du Césaire Nouvelle-Aquitaine Yves Jean et de plusieurs autres membres du Césaire de Nouvelle-Aquitaine. Cette charte marque une étape très importante pour nous dans le renforcement de la collaboration entre nos deux instances, favorisant l'implication de la société civile et la prise en compte de ces propositions dans le cadre du débat public régional. Nous souhaitions aujourd'hui vous faire partager cette démarche qui vise à structurer un dialogue permanent entre ces deux forces vives du paysage démocratique parce qu'elle permet d'enrichir les réflexions sur les politiques publiques et d'intégrer plus efficacement les attentes des citoyennes et des citoyens.
parce qu'elle exprime également une volonté commune, Césaire-Codev, de consolider une approche partenariale, d'intensifier les échanges des informations et de promouvoir la participation citoyenne dans les dynamiques territoriales. Alors, les objectifs de cette charte, c'est de partager des expériences et des analyses, c'est de co-construire des avis et recommandations sur des thématiques d'intérêt commun, c'est de favoriser la diffusion et l'appropriation des enjeux régionaux et d'expérimenter de nouvelles modalités de concertation et de participation. Des actions concrètes afin d'assurer le succès de cette coopération ont déjà eu lieu, l'alimentation des travaux respectifs de chaque identité, la valorisation des instances et de leurs travaux, l'articulation des différentes échelles territoriales sur des sujets ou des politiques communes, la promotion auprès des institutions et du grand public du Césaire et des CODEV comme espace d'expression et de dialogue, et enfin, organisation de rencontres régionales régulières. Je terminerai ces propos en citant mes camarades du comité technique qui animent avec moi ce comité, cette coordination régionale des conseils de développement. C'est Anna Imbert, qui est excusée, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, du conseil de développement de Bayonne, Colline Laurent de Grand Angoulême, Arthur Martineau de Poitiers, Damien Mouchag de Bordeaux Métropole, et enfin Charles Clisson de Val-de-Garonne Agglomération. Merci pour votre attention. Merci Eric. Alors, on va poursuivre notre forum aux idées avec notre deuxième thématique. On va parler cette fois-ci d'eau, mer littorale. Et pour débuter, je vous propose de nous rendre du côté de la Bretagne, où nous allons parler Assises citoyennes de la mer et du littoral, un événement qui est organisé chaque année par le réseau des conseils de développement bretons. Et j'invite Anthony Trian, chargé de mission du conseil de développement de Cornouailles, représentant du réseau des conseils de développement bretons, à nous en parler. Bonjour. Effectivement, le projet porté par le réseau des conseils de développement s'inscrit dans la thématique eau, mer et littoral, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi s'inscrire dans la précédente thématique coopération, parce que l'événement qu'on organise, donc les assises citoyennes de la mer et du littoral, c'est autant un événement autour de la mer et du littoral qu'un espace de coopération entre les conseils de développement. Donc depuis 7 ans, le réseau des conseils de développement bretons organise chaque année les assises citoyennes de la mer et du littoral. Et pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur le réseau. Le réseau des conseils de développement bretons s'est constitué en 2011, suite à une période d'échange et de partage d'expériences entre les conseils de développement bretons qui s'étaient créés début 2000, suite à la loi Voynet. La création de ce réseau permettait d'aller plus loin dans les démarches de mutualisation et de capitalisation des travaux, dans la promotion de la démocratie participative et contributive. Et donc, de manière très concrète, aujourd'hui, le réseau propose chaque année à ses membres des formations accessibles aux bénévoles et aux membres, des journées réseau thématiques. Et puis, ça constitue surtout un espace d'échange et d'entraide qui est essentiel pour les membres des CODEV, pour leurs animateurs. Et c'est aussi, le réseau constitue aussi un relais auprès des instances locales, régionales ou nationales. Donc maintenant, quelques mots sur les assises. Les assises, c'est le prolongement d'un événement qui était initialement piloté par le Conseil régional de Bretagne. Et en 2018, la région a confié le relais au réseau des CODEV bretons pour organiser cet événement. Il lui attribue une subvention chaque année pour l'organisation de cet événement. Les assises sont pilotées par le réseau et sont organisées chaque année par un conseil de développement différent. Donc les assises sont passées par Brest, Lorient, Saint-Brieuc. Elles se sont déroulées à Fouesnant l'année dernière. Sur le thème de l'éolien en mer, et cette année elles auront lieu le 20 novembre à Carnac, donc organisé par le CODEV du Pays d'Auray, sur la thématique du nautisme. Donc les assises pour nous c'est vraiment une forme de coopération inédite entre les conseils de développement bretons. Au cours des différentes éditions, on a abordé plusieurs thématiques en lien avec les enjeux maritimes, le développement des territoires maritimes, les ports maritimes et fluviaux, le partage des usages, le développement de l'éolien en mer, etc. Chaque année, donc, les assises rassemblent entre 100 et 200 personnes sur une journée et qui mêlent donc ateliers, tables rondes, visites de sites et qui associent des citoyens, des spécialistes, des professionnels, des chercheurs, des associations. Les assises sont gratuites afin de favoriser l'accès à l'événement aux habitants et aux associations. Donc voilà, nous sommes quelques conseils de développement bretons présents cette année à Toulouse. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour échanger sur ces assises. Et on a aussi quelques exemplaires des actes des assises de l'année dernière qu'on mettra à disposition sur la table à l'entrée. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup Anthony. Alors des côtes bretonnes, nous allons voyager dans le sud puisqu'on va aller jusqu'en Méditerranée. Et c'est Anne Majourel, membre du conseil de développement de cette Aglopole Méditerranée, qui va nous présenter une initiative, vous allez le voir, autour des algues et de la cuisine. Bonjour à toutes et tous. Avec beaucoup d'humilité, après tous ces témoignages, je vais vous parler d'une démarche enthousiaste de sensibilisation citoyenne. Cette Aglopole Méditerranée, un territoire d'exception que j'ai le plaisir d'habiter, bordé par le littoral méditerranéen et la lagune de Thau, façade maritime essentielle d'Occitanie. Ce bassin de vie est particulièrement exposé aux risques environnementaux. Ce n'est pas une surprise. Les ressources agricoles et aquacoles actuelles peuvent-elles perdurer dans ces conditions? La conchyliculture est menacée par le réchauffement climatique, augmentation de la salinité et prolifération des bactéries, la pêche est fragile, la monoculture viticole souffre des stress hydriques à répétition. Le maraîchage est quasi inexistant, les terres fertiles sont rares, la pression immobilière très forte. En 2022, le groupe Alimentation-Agriculture de notre conseil de développement se saisit du sujet et se pose la question de l'autonomie alimentaire de notre territoire à l'horizon 2080. Quelle culture nourricière pourrait-on donc développer en associant création d'emplois, respect de l'environnement, adaptation climatique? Après une séance d'intelligence collective animée, l'algue pointe le bout de son nez. L'algue en Méditerranée. Mais qu'est-ce que c'est? Elle pourrait représenter l'une des pistes de diversification des professionnels de la conchyliculture et de la pêche. Elle existe à l'état naturel dans nos lagunes. Nous la connaissons mal. Mais nous connaissons ses qualités nutritionnelles, sa capacité de stockage du CO2 et ses multiples débouchés, les multiples débouchés qu'elle offre, cosmétiques, pharmaceutiques, industrie, colorants, gélifiants, etc. Elle n'a pas bonne réputation, pas du tout. Nous ne l'aimons pas, nous n'aimons pas marcher dans nos lagunes avec des algues dans les pieds. Mais comme je disais, nous la connaissons mal, alors pouvons-nous changer notre regard sur cette étrangère ? En 2023, nous proposons donc un événement avec notre groupe Alimentation Agriculture, un événement pour la mettre en lumière. Cet événement, nous l'appellerons Algues au rythme. Algues au rythme, pourquoi pas. Le premier, c'est Algorithme de Thau, donc de cette fameuse lagune. Ça se passera au lycée de la Mer et nous réunirons des experts, des entrepreneurs, des scientifiques. Nous animerons des ateliers de cuisine et de découverte avec des scolaires, et nous ferons autour d'elle une journée festive de partage de connaissances. Dégustation à l'appui, nous éveillerons la curiosité, et du coup, le dialogue s'engage. Les organismes professionnels se saisissent de l'opportunité pour suggérer aux filières locales une piste de diversification. L'objectif est atteint, les résidences cèdent, les visions s'élargissent. Il faut conclure, Anne. Eh bien, j'y viens. Notre objectif est atteint, hein, d'accord? Donc, les visions s'élargissent, le pari est gagné, la graine est semée, l'aquaculture multitrophique intégrée devient envisageable sur la lagune de Thau. J'en veux pour preuve une étude qui est lancée par le SMBT sur la coculture algues-huîtres sur les tables de Bouzigues. Merci beaucoup, Anne. Alors, le temps qu'Anne descende de scène, alors est-ce que vous êtes prêts à intégrer les algues dans votre alimentation ou pas? Levez la main si... Ah oui, il y a des amateurs, super. Moi, je n'en mange que si c'est toi qui les cuisines, Anne. Alors, on poursuit. On va parler cette fois de l'eau comme ressource vitale, puisqu'on va parler de l'eau potable. Et c'est Gérald Ayotte, qui est président du conseil de développement de Bourges Plus, qui va nous présenter le travail approfondi de son conseil de développement sur le sujet. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Nous souhaitions vous parler d'un sujet essentiel au sein du Conseil de développement de Bourges Plus, sujet que nous traitons actuellement et qui est l'eau. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et aujourd'hui, avec la question de la nécessité de préserver la ressource, aussi bien quantitativement que qualitativement. Alors pourquoi? Parce que Bourges et le Cher sont des territoires fragiles pour ce qui concerne la ressource en eau. Et le changement climatique met en exergue cette fragilité et nous met devant nos responsabilités. Dans le centre Cher, la ressource est d'autant plus sous tension que la nappe phréatique est fragile et peu capacitaire, car constituée de calcaire jurassique fragmenté. C'est-à-dire qu'elle se remplit aussi vite qu'elle se vide. Les forages de proximité sont aujourd'hui insuffisants pour distribuer une eau de qualité satisfaisante. Et nous saluons l'initiative d'avoir créé un forage, voilà quelques années, sous la Loire, à 50 km de Bourges, pour compléter le dispositif qui alimente aujourd'hui l'agglomération, qui permet par ailleurs d'atténuer par mélange un taux de nitrate beaucoup trop élevé. Nous saluons aussi le travail local actuel de l'agglomération berruyère pour disposer d'ici 2 à 3 ans d'un nouveau forage. Durant 18 mois, le Conseil de développement de Bourges Plus a auditionné des experts, dialogué avec les élus et rendu un avis. Il en a résulté la rédaction de 10 propositions adressées aux élus communautaires que vous trouverez sur le site internet du Conseil de développement. Plus récemment, et à la lecture des alertes dans notre pays entre pollution organique et pollution chimique, entre restriction d'usage et interdiction de consommer, nous avons repris le sujet en une question unique: quelle eau du robinet nos concitoyens consomment-ils? Et je voudrais préciser là un point qui nous semble mériter attention, qui est d'actualité, qui est la protection des zones de captage. Les élus ont cette responsabilité de devoir livrer une eau de qualité. Cela nécessite évidemment de pouvoir maîtriser tous les paramètres. Il faut entre autres avoir la maîtrise de la protection des zones de captage, et notamment au regard des entrants, agricoles ou autres. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Déposé fin mars, un texte de loi visait à imposer l'interdiction progressive de l'usage et du stockage de pesticides et d'engrais minéraux dans les zones de protection de captage. Il a été rejeté par le Sénat le 12 juin dernier, et parmi les arguments avancés dans la droite ligne de la loi Duplon, la volonté, je cite, de ne pas aggraver la situation du monde agricole. Depuis, de nombreux élus et parlementaires se sont émus de la situation, de nombreuses associations et collectifs également. Et nous pensons que c'est là un sujet essentiel, voire vital, que de nous mettre en capacité collectivement et rapidement de préserver l'eau. Et de ce point de vue, l'action citoyenne et celle des conseils de développement prend tout son sens et interroge sur ce que nous pouvons et devons faire pour faire avancer un dossier qui concerne non seulement la santé de nos concitoyens, mais aussi la biodiversité et la planète. Et c'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse. Voilà succinctement résumé la réflexion qui est la nôtre et que nous souhaitions partager aujourd'hui. N'attendons pas. Merci beaucoup Gérald Bayotte. Alors, nous étions dans le Grand Est tout à l'heure. Nous allons y retourner avec Clémentine Claire-Goumont, membre du Conseil de développement du Grand Nancy, qui va nous expliquer ce que signifie pour le Conseil de développement d'être partenaire du projet scientifique international Ephemeris et comment ça permet de parler à la fois des enjeux sur l'eau, mais aussi des enjeux autour du réchauffement climatique. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, ce n'est pas moi qui aurais dû parler de ce sujet-là, mais Catherine Touvenin, qui fait partie du comité de pilotage et qui malheureusement n'a pas pu être présente pour des soucis de santé. Donc voilà Catherine, je t'embrasse très fort, je pense à toi et j'espère que je serai à la hauteur pour présenter ce projet. Donc Ephemeris se situe dans quel contexte? Donc c'est dans un contexte de perturbation des socio-écosystèmes à toutes les échelles spatiales et temporelles. L'habitabilité a émergé dans le débat public et est devenue une question politique. Le maintien de la durabilité des milieux naturels et des sociétés humaines impose des mutations sociétales et technologiques rapides. L'habitabilité peut être définie comme
la qualité de ce qui est habitable en raison des conditions favorables qu'on y rencontre. Cette définition sera interprétée différemment selon que l'on étudie l'être humain ou la vie sauvage, selon le point de vue disciplinaire ou encore selon son rapport à la matérialité. Donc, éphéméris, les 3 premières lettres sont l'acronyme de, alors attention, j'ai un petit accent très français, Earth and Planet Habitability, donc habitabilité de la Terre et des planètes. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Université de Lorraine sur la période de 2004 jusqu'à 2028. Donc, il regroupe des chercheurs, des enseignants, du personnel, des membres de la société civile autour du concept d'habitabilité. Donc, interdisciplinaire et transversal par définition, Éphéméris vise non seulement à fédérer une communauté de chercheurs et chercheuses travaillant autour de ce concept, mais également à rassembler l'ensemble des acteurs et parties concernées par l'habitabilité. Donc, il y a plusieurs objectifs pour ce projet qui sont clairement ambitieux et qui impliquent une approche multi-échelle et interdisciplinaire. Donc, le premier objectif, c'est de définir et de caractériser l'habitabilité dans toutes ses dimensions. Il est essentiel d'inclure les perspectives diverses des disciplines de recherche ainsi que les perceptions des parties prenantes, de toutes les parties prenantes. Ensuite, c'est d'étudier la mise en place et l'évolution des conditions d'habitabilité passées et présentes pour prédire le futur. Donc, comprendre l'évolution des conditions permettant la vie sur Terre jusqu'à établir un état des lieux des conditions d'habitabilité en Lorraine, prédire son évolution et proposer des scénarios pour aider à la prise de décision en politique publique. Il y a également anticiper et limiter les futurs défauts de l'habitabilité. Analyser les impacts des activités humaines sur les socio-écosystèmes et les territoires, quantifier le stress socio-environnementaux liés au changement climatique, ainsi que les réponses psychologiques et physiologiques des individus face à ces stress. Donc, Éphéméris s'adresse à 3 publics clés, enfants, étudiants et jeunes adultes, acteurs de la société civile organisée et décideurs politiques. Donc, le lien concret entre Éphéméris et le CODEV du Grand Nancy. C'est déjà la cloche. Juste actualisation scientifique, on a fait une journée des sciences où du coup, c'est avec différents débats où c'est normal, où on se posait la question, est-ce que c'est normal d'avoir de l'eau sur Terre ou est-ce que le climat a toujours changé, donc on n'est pas à 2 degrés près, donc c'est pas si grave. Ou encore, est-ce que les voitures électriques polluent plus que les tractopelles? Donc voilà, il y a plusieurs sujets. On est aussi en lien avec les services de la métropole du Grand Nancy et on fait également le lien avec les institutions et les citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Ah, effectivement, 3 minutes, c'est très court, mais j'en profite juste pour vous dire qu'on vous a mis à disposition un petit livret, le livret du Forum aux idées, où vous retrouverez toutes les interventions avec un accès, avec un QR code à plein de ressources complémentaires. Donc voilà, et évidemment, vous pourrez retrouver nos intervenants pendant la pause déjeuner. On poursuit avec notre dernière thématique, la thématique expérimentation dans le Conseil de développement. Et pour ouvrir cette 3e séquence, eh bien, j'invite Armelle Aubriet, coprésidente du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, à venir sur scène pour nous présenter les démarches du Conseil de développement. Bonjour à tous et à toutes. Je veux vous présenter les évolutions du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, le CODESCI. Il a été créé en 2002 dans un territoire singulier, celui d'une ville nouvelle démarrée dans les années 1970, sans ville-centre et marquée par une forte identité intercommunale, composée alors de 7 communes. Elle a été élargie à 12 communes en 2016. Le soutien à la démocratie participative était plus marqué auparavant. La mise en place du CODESCI après les élections municipales de 2020 a été mouvementée. Gros renouvellement des membres, création d'un collège habitant, mais aussi crise de la Covid-19. Il a été difficile de créer une véritable dynamique de groupe. Nos premiers travaux en ont souffert. L'expérience de notre contribution sur le schéma directeur cyclable à l'horizon des Jeux Olympiques Paris 2024
a donné lieu à des échanges tumultueux. Nous avons alors mené un travail d'analyse de nos pratiques. Nous avons consulté nos membres, nous avons consulté les élus et les services de la communauté d'agglo. Nous sommes arrivés au constat suivant: positionnement de nos travaux trop dans l'audit et trop technique. Positionnement pas assez en amont de la décision politique avec un manque de recul, des avis manquants d'argumentation. Nous avons alors proposé à la gouvernance de Saint-Quentin de travailler sur des projets ayant un impact à moyen terme en exprimant un point de vue usager, de cibler les instances de présentation de nos travaux pour être plus proches des décideurs, de mettre en place des réunions de suivi des contributions dans les mois qui suivent la présentation. Pour produire des contributions plus stratégiques et prospectives, nos membres travaillent en menant des auditions d'acteurs divers impliqués sur le sujet traité. Nous aimerions alors aller encore plus loin en développant des démarches de prospective territoriale, incluant des pratiques de benchmarking. Nous appuyons sur 3 leviers moyens pour accompagner la transformation du Codeski: fédérer, élaborer et approfondir. Fédérer les membres. Nous recrutons des membres engagés et représentatifs. Nous remplaçons les sièges vacants au fil de l'eau. Pour faciliter le travail collectif, un outil partagé a été mis en place, assurant une meilleure circulation de l'information. Une journée d'intégration réunissant le Codeski et la gouvernance de Saint-Quentin a été organisée pour renforcer les liens. Pour élaborer les contributions de qualité, un groupe de travail dédié aux méthodes devrait permettre de partager ressources et savoir-faire. La structuration. Tu peux conclure, Armelle. J'ai juste terminé en disant que j'ai à votre disposition, pour ceux qui seraient intéressés, des clés USB, une clé USB concernant les éléments structurants de notre manière de faire. Merci beaucoup, Armelle. Alors, on va redescendre dans le sud avec le Conseil de développement d'Aix-Marseille-Provence qui, vous allez le voir, a organisé des rendez-vous qui sortent un petit peu du cadre des ateliers traditionnels organisés par les CODEV. Et c'est Jimmy Rapp, vice-président du Conseil de développement, qui va nous en dire un petit peu plus sur ces rencontres hors les murs. Bonjour à toutes et à tous. Je viens, quant à moi, vous présenter un format très fédérateur en faveur de la cohésion de notre CODEV, les rencontres hors les murs aux 4 coins de la métropole. Alors, vous l'avez compris, nous organisons une sortie en lien avec les membres de notre conseil de développement. Nous le faisons 4 fois par an, avec un déroulé, un format assez spécial, où on a donc dans un premier temps une visite de lieu, si possible un lieu emblématique de notre métropole, qui est très étendu notamment. Un intervenant qui va prendre la parole après cette visite ou pendant cette visite, souvent un membre du CODEV qui vient présenter l'un de ses projets. Et nous terminons par un moment de convivialité et d'échange informel pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ça va dépendre de l'ambiance qui naît à la suite de cet événement. Alors, quelques exemples de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Par exemple, nous avons fait une visite en bateau du parc des Calanques, puisqu'on a la chance d'avoir la directrice du parc des Calanques dans notre conseil de développement. Nous avons fait une visite encore en bateau. Hein. Voilà, vous allez croire qu'en fait, juste on était enfermé à un endroit et on s'est dit, allez, on va aller à la plage. Voilà. Bon, c'est pas faux. Et donc, on a fait le tour du Grand Port Maritime de Marseille. On a organisé une visite, par exemple, de Provence Studio, donc des studios de cinéma que nous avons à Martigues, juste à côté de Marseille, ou une visite de l'aéroport Marseille-Provence, qui était en travaux, et on a eu l'occasion, avant la réouverture, de profiter du lieu. C'est un format unique et ludique, très suivi par nos membres, et que nous vous recommandons vivement. Merci. Merci beaucoup, Jimmy Rapp. Alors, on poursuit avec le Conseil de développement de la métropole européenne de Lille, qui, vous allez le voir, a réussi à moderniser son mode de renouvellement pour diversifier ses membres et dynamiser ses travaux. Et c'est Béatrice Auxan, présidente du Conseil de développement, qui va nous en parler. Merci.
Bonjour. Voilà, donc trois parties, une volonté, des décisions, des résultats. En 2022, sous mon impulsion en tant que nouvelle présidente, le Conseil de développement de la métropole européenne de Lille, en mettant fin à ces différents collèges, on en avait 3, acteurs économiques, acteurs sociaux et personnes physiques, on est devenu une assemblée composée uniquement d'habitants, usagers, citoyens du territoire métropolitain. Eh bien, cette nouveauté dans sa composition a conduit notre Conseil de développement finalement à moderniser son renouvellement partiel tous les 2 ans. Sachez qu'au temps des collèges, le renouvellement se faisait plutôt, enfin, du collège habitant se faisait par cooptation et plutôt sur un examen de curriculum vitae. Et finalement, ça ne renouvelait pas tant que ça notre assemblée. Donc, juste rappeler que la MEL, c'est 95 communes, 1 million d'habitants, et que notre conseil de développement a entre 150 et 180 membres. Les décisions, dans l'objectif d'améliorer la parité, la répartition des tranches d'âge, la répartition territoriale, on a eu plusieurs innovations mises en place au renouvellement partiel de 2023 et au renouvellement partiel de 2025. Les innovations, donc l'introduction d'un mandat de 2 ans au lieu de 4 pour favoriser les jeunes entre 18 et 25 ans. Le relais sur les réseaux sociaux de la métropole européenne de Lille et du Conseil de développement, dans le magazine de la MEL et sur le site internet de cette annonce à renouvellement. L'envoi d'un kit de communication aux 95 communes avec la signature du VP également de la MEL, pas seulement de notre signature à nous. On a un VP référent délégué à la métropole citoyenne. La mise en place d'un formulaire de candidature en ligne. Avant, c'était par écrit, papier, donc, et ne plus demander un curriculum vitae, mais plutôt un parcours de vie, des motivations et des domaines d'intérêt. Et puis, et pas simple, l'organisation de sessions d'entretien collectif, donc par groupe de 10, de plus ou moins 10 candidats, donc on reçoit tout le monde, puisqu'il y a l'écrit, mais il y a aussi l'oral, et donc chaque candidat a l'occasion de se présenter sous ces 2 aspects-là. Les résultats, eh bien, ces 2 renouvellements partiels de 23 et 25 ont permis d'avoir pour la première fois plus de candidats que de places. On a eu en 2023 234 candidats pour les 50 places de renouvellement et 150 candidats en 2025 pour à nouveau 50 places de renouvellement. Eh bien, ça a permis d'augmenter la part des femmes de 10%, de rééquilibrer les tranches d'âge, d'augmenter le nombre de communes de la MEL représentées. Et ces renouvellements ont permis aussi au Conseil de développement de changer ses modes de faire. Expérimentation de nouveaux formats de travaux, de sujets traités ou de dialogues de suivi réalisés avec les élus métropolitains. Au final, moderniser le renouvellement des membres dynamise et transforme l'instance elle-même. Merci beaucoup, Béatrice. Parfait. Ah, je savais qu'on allait l'entendre, cette fameuse cloche. Alors, on va parler maintenant d'un tout autre sujet. On va parler d'un sujet qui est très actuel, puisqu'on va parler intelligence artificielle. Et vous allez voir que le Conseil de développement de la métropole du Grand Paris s'est saisi du sujet en menant des ateliers expérimentaux sur l'IA pour en comprendre à la fois les opportunités et les limites. Et c'est Alexandre Faure, secrétaire délégué du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris, qui nous en parle. Merci Pauline. Donc moi je vais vous parler un petit peu des ateliers expérimentaux qu'on a mis en place à la métropole du Grand Paris. Il y a 1 an et demi, avec ma collègue Anaëlle Mota, on était dans les couloirs de la métropole et on entendait beaucoup de services parler de l'intelligence artificielle et se questionner sur ce qu'elle pouvait faire à l'avenir des services publics, à l'avenir de l'administration de la métropole. Et donc on a décidé de faire un premier groupe de travail éphémère pendant l'été pour savoir s'il y avait un intérêt à ce que le CODEV s'auto-saisisse sur ce sujet. Et on n'a pas manqué notre coup parce qu'en auditionnant les services, en auditionnant des chercheurs qui travaillent sur le sujet et en discutant ensemble, en fait, on s'est fait doubler puisque le président de la métropole a décidé de nous saisir avant même qu'on ait décidé de s'autosaisir sur ce sujet, puisque ça semblait pour les services être un bon sujet qui nécessitait une réponse qui n'était pas celle
de l'administration. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de s'éclairer, ils avaient besoin d'explorer un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas non plus entièrement. Et c'est logique, personne ne maîtrise complètement l'IA aujourd'hui, et c'est bien difficile celui qui y arrive. Donc on a décidé à l'été dernier de se lancer dans un groupe de travail, et on voulait faire quelque chose d'un peu dynamique. À cette occasion, on a rencontré un sociologue, Nicolas Camerati, qui est venu nous aider, qu'on a contractualisé, qui avait mis en place des ateliers expérimentatifs autour de l'IA et de la participation citoyenne au Chili et à Paris. Donc on lui a demandé de nous présenter quelque chose, et il a proposé au CODEV de faire un atelier en 10 séances où en fait on utiliserait l'IA pour questionner la métropole à partir de la pratique des membres du CODEV, c'est-à-dire vraiment on se met devant un ordi collectivement, comme vous le voyez sur ces images, et on demande aux habitants comment vous questionnerez, quel serait le prompt, quelle serait la phrase que vous souhaiteriez demander pour trouver une information relative aux politiques publiques de la métropole. Et en utilisant cette méthode, on a réussi à faire émerger à la fois les limites de l'information qu'on détectait, mais aussi la difficulté de savoir poser une bonne question à l'IA, puisque c'est ça, en fait, fondamentalement, le problème de l'IA, c'est d'être capable de dialoguer avec lui. Et cet atelier nous a permis de répondre à la métropole du Grand Paris sur l'IA que pour avoir une IA de service public, c'est-à-dire une IA qui serve les citoyens, mais qui serve aussi les administrations, il fallait nécessairement qu'elle soit facile d'utiliser, mais surtout qu'elle soit fiable et qu'elle soit sécurisée. Donc, les recommandations du CODEV, ça a été de demander une IA sobre, avec très peu de données, que des données publiques sur une plateforme métropolitaine qui soit sécurisée, qui ne soit pas connectée à Internet pour pas que l'IA se perde dans les nombreuses données qui existent sur les Internets, et un IA éthique, dans le sens où l'IA, la plateforme de données que la métropole créerait, permettrait de vérifier la fiabilité des données publiques existantes sur Internet. Et on a été assez surpris que la métropole était très heureuse de ces recommandations, et ils ont invité les membres du CODEV à présenter sur le salon de la métropole, à Vivatech, les recommandations qu'on avait faites, sans jamais nous demander quel était le contenu de ces interventions. Donc 2 membres, ils sont allés un peu à la bataille pendant Vivatech. C'était intéressant parce qu'on a gagné la confiance de la métropole grâce à ces ateliers expérimentaux où on n'avait pas de questions au démarrage et on avait une bonne réponse à la fin. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Et on arrive à la fin de notre forum aux idées on va passer à la toute dernière intervention. Donc on a parlé méthode, on a parlé outils, on a parlé thématiques de travail. Eh bien, on va parler bande dessinée avec Sophia Aboudour, membre du conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole, qui va nous présenter la collection BD Imagine demain du CODEV. Alors, bonjour à tous. Promis, après moi, on va manger. Du coup, à Grenoble, nous avons décidé de réfléchir à nous projeter plutôt à ce que pourrait être la métropole de demain à travers un récit prospectif. D'ailleurs, ça donne un petit clin d'œil avec la table ronde de ce matin. Donc, nous avons décidé d'essayer de susciter l'émotion des lecteurs à travers une histoire. Pour illustrer nos histoires, on a décidé de créer une collection de BD qu'on a intitulée « Imagine demain ». Donc, les voici. Alors, le choix de la BD, a été, nous semblait judicieux du fait que ce soit un support simple, rapide à lire, qui soit accessible à un large public. Voilà, en gros, on voulait éviter de rédiger un rapport de 100 pages qui prendrait la poussière sur des étagères, tout simplement. Le premier tome qu'on a publié portait sur le thème de la forêt. Il a eu un énorme succès. Il nous a permis d'approcher à la fois des familles ou même cette semaine un centre pénitentiaire. La deuxième BD était sur le thème de la ville de Visil et ce qu'elle pourrait être demain. La troisième BD sur le thème de la citoyenneté qui, nous l'espérons, inspirera peut-être nos élus à la création d'une carte de citoyenneté métropolitaine. La quatrième BD sur le thème des mobilités qui met en avant notre héros de Dieu Hermès qui lance 7 défis face aux absurdies rencontrées par les usagers des transports en commun au quotidien. La cinquième BD sur les marches sensibles, donc, qui résume comment les membres du C2D se sont plongés au final sur le terrain de la métropole à visée exploratoire
tout en essayant de se rendre hypersensibles à leur environnement. Cette BD contient également des liens vers des podcasts qui sont en fait des enregistrements réalisés lors de ces sorties et qui permettent aux lecteurs d'être en pleine immersion des sorties réalisées. Et enfin, la toute dernière BD qui vient d'être publiée, qui porte sur le thème du numérique, à la fois indispensable mais aussi insupportable. Voilà. Donc globalement, la publication de ces BD a été accompagnée d'une grande campagne de promotion, à la fois sur les réseaux sociaux avec le format numérique disponible, et à la fois à travers des expositions des planches des BD dans les différents événements de la métropole, en lien avec les thèmes abordés. Donc pour vous donner un exemple, la BD numérique sera exposée lors des Fêtes de la Science en octobre à Grenoble. Donc globalement, pour terminer, ce format a été apprécié, a été un véritable tournant à la fois pour les membres du C2D ainsi que pour les élus. Et on a produit au final un bel objet bien coloré qui nous a tous satisfaits. Voilà. Merci beaucoup. Merci On peut manger. Sophia. C'est parfait. Alors juste un dernier mot pour dire un grand merci à nos intervenantes, à nos intervenants. Merci d'avoir respecté le jeu des 3 minutes, c'est jamais simple.